Bonsoir à tous, bienvenue dans À la Une sur Géopolis Télévision. La République démocratique du Congo a vécu ce mercredi au rythme d'une journée ville morte décrétée par une bonne partie de l'opposition politique au régime de Tshisekedi. Une mobilisation organisée dans un contexte de forte tension politique au pays, autour notamment du débat sur la réforme constitutionnelle, des inquiétudes liées notamment au processus électoral dans le pays et des interrogations sur l'avenir institutionnel de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de déclarations des acteurs politiques, une question demeure. Cette journée a-t-elle été une réussite, un succès ou un échec finalement entre les appels de l'opposition de rester à la maison et ceux de la majorité à poursuivre normalement les activités? Les Congolais se sont retrouvés au cœur d'une véritable bataille d'influence des acteurs politiques du pays. Sur le terrain, les images montrent une réalité contrastée. Pourtant, certaines villes ont tourné. Dans d'autres villes, les activités se sont poursuivies normalement et timidement parfois, qui relançant ainsi le débat sur l'état du climat politique national et sur le risque d'une crispation à l'approche des prochaines élections présidentielle, notamment dans le pays, vous savez, prévu l'année 2028 en République démocratique du Congo, conformément à la constitution du pays. C'est pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux intervenants. À ma droite et à votre gauche à la maison, il s'agit de Domomat. Bonjour Don. Bonjour Monsieur José Junior. Merci beaucoup, vous êtes directeur des informations à Géopolis Télévision. Vous avez déployé des équipes sur le terrain et parmi ces équipes, il y a Didier Ilunga. Bonjour Didier. Bonjour José Junior Owawa et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et plus encore les amoureux de cette émission à la une d'actualité alors. Merci beaucoup. Vous êtes grand reporter à Géopolis Télévision. Vous avez fait la ronde de Kinshasa notamment et on a eu du duplex à travers les provinces. Parlons d'abord Kinshasa, la capitale miroir. Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement sur le terrain aujourd'hui? Vous avez été où et qui est-ce que vous avez rencontré? Bon, par rapport à cet événement qui est vraiment un grand événement pour la capitale congolaise, une démonstration, la première pour cette coalition des opposants congolais. Certainement que dans plusieurs acteurs de la ville de Kinshasa, et les points chauds, nous avons vu d'abord premièrement ce déploiement des militaires et la police nationale congolaise qui a été déployée presque sur les grands acteurs de la ville de Kinshasa. Et il y a une certaine timidité déjà dans la matinée. Il n'y avait pas vraiment d'activité comme cela est des coutumes à Kinshasa ici. Parce que vous savez, à Kinshasa, déjà à partir de 7h, 8h, vous êtes soit dans les embouteillages, soit vous êtes dans des... Vous avez la parole, on regarde par exemple là les ronds-points Victoire, les célèbres ronds-points Victoire qui est presque vidé de tout. Là on voit certaines images sur les grands marchés où il n'y a pas du monde. Donc on va dire finalement que vous avez trouvé cette situation, cet état des choses, une ville qui n'a pas tourné comme à l'accoutumée. Oui, la ville n'a pas tourné comme d'habitude, la ville était quand même un peu timide. C'est pour ça qu'il fallait d'abord dans le domaine du transport, c'est les motos qui ont quand même aidé ceux-là qui sont battus, comme par exemple les fonctionnaires de l'État qui devraient à tout prix se rendre à leur lieu de travail par rapport à ce que le gouvernement avait demandé aux fonctionnaires. On va y revenir, on est d'abord dans les faits, donc on voit comment les choses ont fonctionné. Merci beaucoup pour ce compte rendu. Je me tourne vers Domomat et vous avez déployé les équipes aussi. Quelle est la situation à travers le pays? Alors, pratiquement aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui est divisé en deux défaites, avec la partie gérée par le gouvernement et l'autre partie gérée par le M23 AFC. Dans cette partie, bien entendu, l'appel de l'opposition semble n'avoir pas été suivi. Par contre, dans la partie qui est gérée par le gouvernement, on se rend compte que dans la plupart de grandes villes, comme Kinshasa, Lubumbashi et bien d'autres, la journée de ce mercredi n'a pas été
une journée ordinaire. Ça n'a pas été un jour comme tous les mercredis. Beaucoup ont même pensé que cette journée, c'est un peu... on peut la confondre à une journée du dimanche, tant que la circulation n'a pas été... le flux... il n'y a pas eu cet afflux qu'on a généralement enregistré chaque mercredi. À Kinshasa, par exemple, un mercredi matin, vous avez déjà des embouteillages, alors que ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Les commerces, lorsque vous êtes passé par poids lourd, le port n'ont pas fonctionné comme d'habitude parce que généralement là il y a plein de monde, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. À Lubumbashi, le marché Njanja par exemple n'a pas ouvert. Le marché Njanja, pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi, c'est l'un des grands marchés où l'on écoule des poissons, ce qu'on appelle généralement ici les bitoyo, les ndakala et les haricots. C'est un des plus grands marchés aux côtés de la Kenya et le marché Mosée, je crois, au centre-ville. Ces marchés n'ont pas fonctionné comme d'habitude. On voit même les écoles, la plupart des écoles n'ont pas ouvert leurs portes. D'autres écoles ont été obligées de renvoyer les élèves à la maison. D'autres écoles ont carrément vu les professeurs, les enseignants ne pas venir. Et même des universités. L'UPC par exemple, ce matin, en tout cas le matin, il n'y avait aucun étudiant à l'UPC. Allant jusqu'à une situation qui a fait rire même certains internautes qui disent, bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Et donc, et puis vers 11h, 10h, on a vu que la circulation a commencé un peu à reprendre, mais encore une fois aussi, comme on l'a vu sur les images, le marché. Le marché n'ont pas complètement fonctionné comme d'habitude. Les boutiques sont restées pratiquement fermées, en tout cas la plupart. Les jugements de Guilain nous proposait comme ces images-là, on voit. Mais pas toutes les boutiques, mais certains commerces sont ouverts. Il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Est-ce que la question que j'ai envie de vous poser, au-delà des images et au-delà de ce cliché, on voit par exemple là la police qui a quadrillé, est-ce que les gens ne sont pas sortis tout simplement parce qu'il y a eu cet appel de l'opposition ou tout simplement parce que le gouvernement, au centre, les autorités du pays ont appelé, par exemple, le fonctionnaire à pouvoir se rendre sur les lieux. Quel est le mot d'ordre qui a été suivi? Alors, difficile de dire quel est le mot d'ordre qui a été suivi parce qu'au-delà du constat que nous venons d'établir, il faut aussi noter que les gens sont quand même sortis pour certains rejoindre leur lieu du travail. On voit des véhicules quand même qui sont... Oui, on voit des véhicules, des motos qui ont circulé et généralement aujourd'hui on sait que beaucoup des Quinois empruntent également la moto. Les Quinois ou l'ensemble de la population répondait à quel mot d'ordre? C'est difficile de les dire dans le temps. Les motivations, les raisons sont nombreuses. Lorsque on regarde par exemple pour ceux qui sont restés à la maison, on peut se demander pourquoi sont-ils restés. On sait que dans le passé, à chaque fois qu'il y avait ville morte, pour les gens qui essayaient de sortir sur la route, ils étaient attaqués par des inconnus. Et on a vu comme ça beaucoup de gens perdre leurs biens, comme des véhicules qui n'ont jamais été dédommagés. Donc ces gens-là, avec cette expérience-là, difficile de sortir, même si on n'est pas véhiculé, on ne voudrait pas se faire attaquer par un inconnu gratuitement. Ceux qui sont restés, d'autres vont tout simplement profiter, comme l'opposition a déclaré une journée ville morte, vont en profiter plutôt pour rester chez eux, pour ne rien faire. Mais en même temps, ceux qui sont sortis, on sait que Kinshasa, c'est une ville où la plupart d'entre nous vivent le jour au jour, donc il faut sortir pour avoir de quoi manger, donc pas forcément parce que le gouvernement a appelé. D'autres vont justement sortir parce que il y a eu une injonction, au niveau de la fonction publique demandant aux fonctionnaires de ne pas déserter leur lieu de travail au risque de se voir sanctionner. Et donc il y a ceux qui vont sortir pour ça. Et bien entendu, dans tous les deux camps, il y a effectivement ceux qui sont restés parce qu'ils voulaient protester, parce qu'ils voulaient répondre à l'appel ville morte de l'opposition. Il y a ceux qui sont sortis parce que ils se disent ne pas comprendre ce que l'opposition était en train de faire. Donc avec tout ça, il faut une étude un peu plus sérieuse pour parvenir à répondre si la population a suivi le mot d'ordre de l'opposition ou du gouvernement. Je me vois maintenant avec le grand reporter Didier. Qu'est-ce que eux-mêmes, les acteurs, disent, par exemple, ceux qui ont appelé à cette journée ville morte? Quel est leur sentiment finalement? Est-ce que c'est une réussite pour eux? Non, en fait, pour certains, parce que déjà,
les acteurs politiques, quand on part dans les cas des opposants, j'ai vu déjà Presse Peigné qui écrit quelque part qu'il félicite cette ville morte pour eux. C'est une réussite. De l'autre côté, il y a la majorité, entre autres comme c'est ça, qui pense que c'était un échec total. Bon, c'est tout à fait normal pour les politiques, mais nous, on n'est pas dans ça, mais on reste dans le fait. Pourquoi? Parce que on voit de l'autre côté, et c'était la peur de ne pas pouvoir rester à la maison, parce qu'il y a eu l'appel du gouvernement de ne pas rester à la maison, de peur qu'on soit poursuivi sur leurs petits frères. Et de l'autre côté, j'ai sens un peu cette timidité déjà dans la matinée à Kinshasa ici. Vous allez voir, c'est par rapport au fait que il y a eu cette mobilisation, cet appel de ces grands leaders. Il y a eu Moïse qui avait tweeté, qui a fait une vidéo dans laquelle il appelait les gens, les enfants, de rester à la maison. Moïse Katumbi, le président de l'Assemblée. Moïse Katumbi, président de l'Assemblée, qui est de l'opposition, bien sûr. Il y a Fayoul aussi qui a fait une vidéo dans laquelle il appelait les gens à rester à la maison et ne pas envoyer les enfants à l'école. Il y a eu aussi ces Sanga qui fait aussi partie du présidium de cette coalition des C64 qui, alors moi je trouvais que c'est des mouvements de la timidité de la matinée et de certaines personnes qui sont rendues, qui ont quand même résisté à cette ville morte, qui sont rendues au lieu de leur travail. C'est par rapport à ces deux peurs. Alors les autres qui se disent, bon, comme Omat vient de le dire, dans l'ancien temps, c'était si tu sors dans des circonstances pareilles, tu auras, peut-être on va te caresser, il y aura des pierres, tout ça, tu vas peut-être perdre ton véhicule, tout ça. Et on voit ce que ça a été la ville morte dans l'ancien temps avec l'opposition d'Etienne Tshisekedi. Et on s'est dit, bon, je ne sais pas me mettre en danger. Alors c'est comme ça un peu. C'est que ça a un peu l'image que nous avons eu ce matin à Kinshasa, la capitale congolaise. Et alors, il y a beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses autour de cette problématique de marche. Et de moment, pourquoi un débat sur les réformes constitutionnelles peut-il finalement susciter autant de passion, notamment de côté de l'opposition, jusqu'à mobiliser? On a l'impression de revenir à la situation de 2016 avec Joseph Kabila. Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur la question que vous avez posée à Didier pour dire que, écoutez, on sait tous, et mondialement, dans pareille situation, que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit l'opposition, chacune des deux parties va chercher à plutôt tirer les draps de son côté. D'où les opposants vont dire qu'aujourd'hui, ça a été une réussite totale. Vous avez déjà vu dans les premières heures de la matinée les déclarations de certains opposants, dont qu'ils ont pratiquement mis le gouvernement à terre, et vous avez vu du côté du pouvoir des gens dire que la ville morte ne l'a pas été, c'est plutôt une ville vivante. Donc chacun y va selon ses intérêts, selon son positionnement, mais ça démontre au fait tout simplement une chose, que il y a quand même quelque part un sérieux problème dans ces pays et qu'il faudrait parvenir à tabler là-dessus, que l'on soit du côté de l'opposition et de la majorité. Alors, je ne vais pas entrer en profondeur. Pourquoi autant d'agitation, autant de réactions pour un projet qui n'a même pas encore vu le jour, mais il y a seulement au niveau des déclarations. Alors, vous le savez certainement que les opposants, puisque c'est de eux qu'il s'agit ici, se disent qu'il y a peut-être un piège véritable dans ce projet de loi sur le référendum qui est en examen à la Constitution, puisque ce projet de loi ne vient pas comme ça de façon isolée. Vous avez d'un côté, lorsque nous rentrons dans le système, vous avez d'un côté toute une machine de propagande que le chef de l'État a d'ailleurs même reconnu lors de la conférence de presse. Il a dit, écoutez, ce sont des gens qui sont mes partisans, qui sont un peu dans un discours propagandiste, dans un discours de campagne. Et donc, il y a cette machine de propagande, qui s'est déjà mise en place, prêchant un troisième mandat pour le président.
vous avez vu ici, lorsque vous circulez dans la ville, vous voyez parfois à certains endroits où c'est écrit finalement, le président n'a pas un mandat, mais il a plutôt une mission. Et donc, ce n'est pas un fait isolé. Ce n'est pas un fait isolé. Et vous avez vu combien tous ceux qui ont voulu se mettre en marge du changement de la Constitution, dans le cas de la majorité, comment ils ont été si pas écartés. Pensez au tout récent Bahati, avant qu'il ne revienne, entre guillemets, à la raison. Avant qu'il ne revienne à la discipline, on va le dire comme ça, la discipline de la plateforme, de sa famille politique. Mais lorsqu'il s'est prononcé contre les changements de la Constitution, il a été tout de suite mis à côté et battu dans son camp. Vous avez vu ses communiqués, ses plaignants du fait que il était combattu, on lui mettait à présent des bâtons dans les roues par rapport à ses faits privés et consorts. Mais on peut se demander pourquoi, si dans votre parti, dans votre camp, quelqu'un s'est dit non, moi je ne suis pas pour le changement de la Constitution, que vous puissiez en venir à ces points-là. Donc il y a des signaux qui, pour de l'interprétation de l'opposition, il s'agit clairement de la mise en place tout simplement d'un cadre pour permettre à l'actuel président de la République débriguer un troisième mandat. Je termine avec vous avec cette question, par exemple. Pourquoi le président Tshisekedi a encore 2 ans avant la fin de son mandat constitutionnel, et pourquoi aujourd'hui ça relance autant de peur pendant qu'il est encore sous son mandat? Alors, vous le savez, effectivement, le projet de loi, écoutez, lorsque vous regardez même la manière dont il est examiné, on y va doucement. D'abord, ça a été les dépôts, je crois que c'était l'année passée. Là, actuellement, il a tout simplement été jugé acceptable, que l'on pouvait en débattre. Et ça, jusque-là, je crois qu'il n'est pas prévu à l'ordre du jour. Et donc, on y va mollo sans doute, au vu du contexte actuel, peut-être pour faire monter les enchères. Mais, au fait, nous sommes dans ça encore d'un point de vue de l'opposition. Ils considèrent tout simplement qu'il y a déjà un chemin qui est tracé. Le chemin, il est long, supposons, de 2 km, mais la majorité semble être déjà engagée et il va petit à petit. Alors, plutôt que d'attendre que la majorité soit arrivée à 1 km, à 1,5 km, mieux vaut s'en prendre à elle, la majorité, dès maintenant. C'est ce que l'opposition semble faire. En train de faire. Alors que du côté, précisons-le, alors que du côté de la majorité présidentielle, même si il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la machine qui est installée, qui semble favorable à un troisième mandat du chef de l'État, mais par contre, on dit par rapport à la loi, il n'en est rien de tout ça. Ça, c'est ce que la majorité déclare haut et fort. Bon, en tout cas, les projets, pas le projet, plutôt la proposition de loi qui est venue du député Ngondakoy, Paul Gaspard, je crois, Ngondakoy, le député de la majorité présidentielle. Lui, l'ancien directeur de cabinet de Samalou Koundé, si vous vous rappelez, son professeur d'université, il a dit clairement que le projet de référendum, la loi référendaire, n'a rien à voir avec le contexte politique aujourd'hui. C'est justement, comme Don Moumat l'a dit tout à l'heure, qu'on a tout simplement de faire peut-être de lien à l'opposition, se souvenant de l'expérience passée par exemple sous Kabila et consorts où on soupçonnait. Bon, c'est pas vraiment ça le problème aujourd'hui. Est-ce que l'opposition a le moyen de sa politique pour effectivement faire face à un éventuel schéma du genre révision de la Constitution ou carrément le changement de la Constitution comme disent certains acteurs, notamment ceux de l'UDPS? Bon, par rapport d'abord, avant que je ne réponde à cette question sur le moyen qui peut avoir l'opposition aujourd'hui pour s'engager dans ce blocage d'une certaine révision constitutionnelle, d'abord il faut savoir que Félix Tshisekedi, le président de la République, il sait en quelque sorte, mais pas même clairement déjà dit qu'il va briguer un troisième mandat. Vous savez, vous allez vous souvenir qu'avec moi ici, que lors de l'échange avec la presse, la dernière conférence de presse qu'il a tenue avec la presse locale et internationale, le chef de l'État s'est dit, bon, il ne s'est pas encore prononcé pour un troisième mandat, mais si la population si la population le lui demande, parce que c'est là même, quand on parle de la population, on revient au référendum. Vous avez la parole. Est-ce que les présidents avaient à s'exprimer sur le troisième mandat ou pas, alors qu'on sait que la Constitution ne lui autorise pas?
Si, lui il reste dans les textes, il reste dans la Constitution. C'est une question. Maintenant, il s'est dit, parce qu'il a les mandats, c'est la population qui le donne. C'est le peuple qui donne le mandat aux politiques. Et la seule façon coup, que le peuple lui donne... Si la population le demande aujourd'hui, que nous te voulons pour un troisième mandat, il ne voit pas autre chose qu'il peut faire et que cela répondre passe, à cet en appel. tout cas, selon la loi actuelle, nécessairement par le référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez l'opposition être à mesure de bloquer un tel scénario de la part du pouvoir? Voilà, maintenant, pourquoi maintenant ce manœuvre maintenant, alors que Félix Tshisekedi a encore ces 2 années pour finir le deuxième mandat? Moi, je vois ce manœuvre de l'opposition, c'est pour tout simplement pousser Félix Tshisekedi à pouvoir se libérer à un dialogue. Parce que vous vous souviendrez aussi avec moi ici que lors de l'échange, toujours avec la conférence... On va y revenir, ça serait la dernière ligne droite d'émission. Ma question est simple et précise. Est-ce que l'opposition, au vu des actualités, au vu des éléments à votre position, parce que vous êtes aussi notre spécialiste politique aussi, vous êtes un grand reporter politique, est-ce que les échanges que vous avez eu avec les politiques et les réalités qu'il y a sur le terrain, notamment la descente que vous avez effectuée ce matin, est-ce que, au vu de tout cela, parce que la première grande manifestation de l'opposition, en tout cas, sous Tshisekedi, c'est d'abord celle-ci, par manifestation, donc la déclaration qui semble avoir été suivie, en tout cas pas une bonne partie de l'opposition. Est-ce que l'opposition a le moyen de sa politique? Bon, dire quand vous dites moyen, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir, parce qu'un politique, son moyen de défense, on le voit sur le terrain. Si aujourd'hui, la coalition C64 c'était une mobilisation de la rue, on pouvait évaluer son moyen de blocage de la réforme constitutionnelle qu'a engagé le pouvoir sur base de la rue que l'opposition allait mobiliser. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un mouvement qui tente à 50, à 40% peut-être réussi, ou peut-être ne peut pas réussir, parce que nous avons une partie des gens qui sont sortis, une autre partie des gens qui sont restés peut-être par peur, on ne sait pas encore jusque-là. Mais le moyen, je crois politiquement, on l'évalue quand, si l'opposition faisait le plein dans la rue. C'est ça, la position les reconnaît. Tout est facultatif parce que le moyen aussi, c'est la capacité à faire attendre sa voix du temps, du fait que la voix est devenue audible. Donc quand on déclare ne sortez pas, que vous voyez la ville n'est pas suffisamment réagir comme d'habitude, ça veut dire quelque part la voix est audible. C'est aussi un moyen de pouvoir montrer effectivement qu'on est écouté par cette population. Donc est-ce que vous pensez aujourd'hui que les éléments à leur disposition sont à même de pouvoir penser à un tel affrontement entre les deux partis et pouvoir finalement aboutir à quelque chose? Bon, en fait, c'est comme je le disais ici, voyons voir un peu, lorsque l'opposition congolaise aujourd'hui déjà en coalition, en cette plateforme de coalition qui réunit, on ne refuse pas ces grands leaders qui leur voix quand même compte, on ne va pas nous refuser ici. Nous avons Délice Sanga, nous avons Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et aujourd'hui nous avons Jean-Marc Aboun qui sont quand même écoutés, on ne va pas nous refuser ici, mais dire aujourd'hui qu'est-ce que ils ont la capacité de pouvoir contraindre le pouvoir en place quant à la réforme de la Constitution. Moi, je m'abstiens d'abord parce que, pourquoi? Parce que il faudra voir ce qu'ils peuvent donner à la longue comme mobilisation et autres. Alors, dans le moment, est-ce qu'on peut dire nous sommes dans une situation finalement de polarisation de la classe, de la situation politique et qu'il faudra trouver des alternatives? Parce que je rappelle que nous sommes à 2 ans des élections présidentielles, notamment dans le pays. À voir la situation sur le terrain, il n'y a pas de doute quant à ce. On est dans une situation de polarisation. D'une part, la majorité présidentielle qui semble avoir son projet, ses ambitions, ses objectifs qui sont bien distincts de ceux, de ceux portés par l'opposition. Et plus on avance, on verra bien que le deux camps vont davantage se radicaliser. Dans une des émissions, je le disais ici, l'opposition étant majoritaire, étant plutôt minoritaire, en tout cas très minoritaire au niveau du Parlement, on a vu que lorsque la proposition de loi a été amenée à l'Assemblée nationale, l'opposition s'est retirée pour aller déjà en ce moment-là dans la rue. C'est là pour les personnes qui sont averties ou encore pour les experts de la scène politique, c'est déjà
le début de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que l'opposition s'exprimera de plus en plus avec des méthodes fortes et radicales, parce que qui seront probablement en dehors du cadre institutionnel, parce que c'est qu'en étant au Parlement, ils n'ont aucun poids La voix politique. ne serait pas audible. Oui, au niveau ils n'ont aucun poids, leur voix est inaudible, et donc ils vont de plus en plus chercher à mettre le gouvernement dos au mur, mais en recourant à des méthodes qui soient pacifiques, bien évidemment, mais qui soient assez radicales pour contenter le gouvernement. Et on sait que de l'autre côté, le gouvernement, ou plutôt disons, que dis-je, la majorité présidentielle va essayer de continuer sur sa route, voyant qu'elle peut tout écraser, comme un peu ces sobriquets du président Mobutu, les guerriers tout puissants qui avancent et qui écrasent tout sur son chemin. Et donc, la majorité s'est dit, bon, voilà, le chemin est tout balisé devant nous, on va y aller jusqu'à ce que nous allons concrétiser ce que nous voulons de façon institutionnelle. Et donc, si de l'autre côté, sur le plan institutionnel, on s'est dit, on va jusqu'au bout, de l'autre côté, également dans les cadres hors institutionnel, on va se dire nous allons jusqu'au bout, et cette logique-là des paradoxes, c'est tout naturellement la matérialisation de la polarisation, de l'atomisation de la société, et si on y prend garde, qui risque de finalement amener à une crise qui pourrait être difficile à gérer par la suite. Alors, le climat politique actuel fait-il courir un risque réel, Didier Ilunga, d'une crise institutionnelle, ou des institutions restent-elles suffisamment solides pour gérer cette situation dans laquelle on semble être déjà droit au but en tout cas aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les risques est plus que jamais réel que hier? Bon, les risques, parler des risques institutionnels, des crises institutionnelles actuellement, moi je n'y vois pas, d'autant plus que ce que Domat a relevé ici, l'opposition n'est pas vraiment représentative au sein du Parlement. Je ne vois pas en quoi elle va causer une crise institutionnelle. D'autant plus que elle est dans cette voie. Sinon, la voie qu'il a la voie de la rue, la voie de la rue et autres. Mais et même cette voie aussi, est-ce que cette opposition reste encore crédible? Parce que vous savez, toutes ces leaders et cassis qui composent ces 64 ont été avec Tshisekedi toujours dans... Mais cela n'empêche pas de la crédibilité. Si. Étienne Tshisekedi, qu'on reconnaît par exemple comme étant un des grands leaders qui, à chaque fois qu'il avait son mot à dire par rapport aux journées villes mortes, que ça marchait, ou par rapport à la marche, mais combien de fois Étienne Tshisekedi avait travaillé avec Mobutu? Qui a fait que aujourd'hui l'opposition ne soit pas représentative au sein de l'Assemblée, parce que la population est entendue au Parlement. C'est Fayoulou qui s'est représenté en 2019, qui a dit, qui a refusé à ses alliés de ne pas se présenter comme candidat. Là, c'est un autre débat. Donc, vous estimez qu'avec les moyens aussi limités dont dispose l'opposition aujourd'hui sur le plan institutionnel, il n'y a pas d'évidence que l'opposition puisse créer un blocage au niveau institutionnel, et que si il faut vraiment qu'elle fasse attendre sa voix, c'est que l'entité fait aujourd'hui, faire parler la rue. Et que même là aussi, vous doutez encore de ses capacités de mobilisation. Non, en fait, la capacité de mobilisation, la capacité de l'opposition, elle devrait être institutionnelle. C'est-à-dire, on voit l'opposition au sein des institutions. Aujourd'hui, s'il y a une tête, un leader de l'opposition qui peut parler, qui peut faire bouger les choses, c'est Moïse Katumbi, parce que il a des députés au sein de l'Assemblée nationale. Mais je ne vois pas Kaboun qui n'a aucun député. Je ne vois pas de l'ICC qui n'est nulle part. Je ne vois pas aussi Fayoulou, n'en parlons même pas. Alors je crois qu'on ne sait pas par quelle voie ils vont créer une crise institutionnelle. Est-ce que la RDC aujourd'hui, les institutions, en fait, les institutions du pays, le gouvernement, la majorité qui gère aujourd'hui les pays, a-t-elle finalement le moyen de pouvoir effectivement faire face à toute éventualité du côté venant de l'opposition? En fait, si vous suivez, vous suivez quand même
les avis de la majorité aujourd'hui, le mouvement sur terrain de la classe de l'opposition, la majorité trouve que c'est démocratisation de mouvement démocratique purement parce que Tshisekedi ne peut pas évoluer en étant libre. C'est comme si nous n'étions pas dans une république démocratique. Tout ce qu'ils font, c'est juste une fierté et la beauté même de la démocratie. De la démocratie. Alors, pendant ces temps de moment, lors de son rapport devant l'Assemblée nationale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a évoqué plusieurs préalable plutôt pour avant l'organisation des élections. Il a parlé de la logistique, il a parlé de moyens, il a parlé de la détente, tout ce qu'on a dit là, ce qu'il y a aujourd'hui, des spectres, il y a des inquiétudes effectivement pour redouter un possible glissement du calendrier électoral. Alors, lorsque vous regardez la situation de près, sans parti pris ou sans être en éloignant toute subjectivité de notre part, vous voyez que dans le contexte actuel qui est le nôtre, il est difficile de tenir les élections en 2028. À moins qu'il y ait un miracle, c'est-à-dire il faut qu'il y ait pacification de l'Est, c'est-à-dire qu'on a réglé la question M23 FC qui contrôle deux grandes villes de notre pays avec une grande population. Vous savez, à chaque fois qu'on fait les recensements, parmi les régions qui abritent, il faut aussi les savoir, autant de personnes, il y a le nord et le sud Kivu, malgré que ce sont des petites provinces, mais elles abritent une grande partie de la population congolaise. Et vous avez cette guerre qui amène avec elle les déplacements massifs des populations, ça encore, il ne faut pas l'oublier. Vous avez la question d'Ebola, une autre guerre que livre notre gouvernement. Et voilà, vous avez déjà ces deux facteurs-là. Et puis l'autre facteur, c'est la question d'argent. Et déjà qu'on est encore en train de dépenser beaucoup pour Ebola, on a déjà dépensé 20 millions de dollars américains. On prétend que nous pourrions atteindre jusqu'à 50 millions, mais cela ne dit pas que cela va mettre fin à cette épidémie, puisque nous comptons la gérer jusqu'au mois en 2027 et tout. Donc probablement qu'il faudrait s'attendre à ce que, en l'absence de vaccins homologués, en l'absence de traitements homologués, en l'absence avec la résistance de la communauté qui n'a pas encore compris les dangers d'Ebola, il faudrait s'attendre à ce que peut-être dans les jours qui viennent, qu'on ait encore à mobiliser beaucoup de fonds pour en venir à bout. Et en même temps déjà, au niveau de la CENI, l'un des obstacles, c'est la question du financement. Ils n'ont pas le moyen et il n'y a pas seulement une question de financement, c'est que les élections se préparent. Dès lors que les premières élections sont terminées, automatiquement on commence à préparer les prochaines élections qui vont venir dans 5 ans. Nous, pendant qu'on a eu les élections de 2023, on a oublié, on s'est endormi et jusqu'au là, il me semble que nous sommes encore, ou que la CENI est encore en train de dormir, puisqu'elle crie sous le toit tous les obstacles auxquels elle fait face et surtout les obstacles financiers. Et donc, lorsque vous prenez ces contextes-là, à moins de 2 ans, ce n'est pas aussi facile que d'organiser des élections qui soient crédibles, transparentes et démocratiques. À moins que l'on se dise, bon, on amène de l'argent, on fait des élections comme on le peut. Ça, c'est toujours possible. Mais des élections qui soient crédibles, transparentes et démocratiques, selon qu'on le veut, il est difficile. Et dans ces contextes-là, c'est dans ces contextes-là que l'on dit que des experts disent il y a effectivement aujourd'hui intérêt à ce que le président de la République, par exemple, qui est au-dessus de la mêlée, qui est au-dessus de tous les partis politiques, de toutes les divergences politiques, il est important pour lui, en ce moment, de se dire, écoutez, il c'est possible qu'en 2028, que nous ne puissions pas connaître les élections, mais même une crise se prépare aujourd'hui pour mieux l'atténuer. Et donc, en ce moment-là, on va essayer avec les acteurs politiques, la société civile et pourquoi pas la population qui est représentée d'une certaine façon, savoir comment est-ce qu'on fait pour 2028. Alors aujourd'hui, selon les tableaux peints par d'un moment avec beaucoup de contraintes, beaucoup de choses également, on tend vers finalement une transition politique qui ne dit pas son nom, donc un glissement de calendrier électoral possible, c'est probable parce que en 2023 on a dit la même chose, mais effectivement on a eu les élections dans les délais, c'est que sous-entend que ce n'est pas non plus exclu qu'en 2028 qu'on ait les élections dans les délais. Aujourd'hui, prenons l'hypothèse où il n'y a pas ces élections et qu'il y aura glissement de calendrier électoral. Que faudra-t-il pour trouver une solution? Parce que les institutions de la République, notamment le président de la République, restent en place jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est que sous-attend, il faudra un consensus politique. Comment voyez-vous cet épisode-là?
Bon, déjà en 2028, comme dans Matlassi décrit ici, le chef de l'État l'a dit aussi que si, par exemple, le contexte sécuritaire à l'est de la RDC, s'il n'y a pas, on ne retrouve pas la paix, il y a difficile qu'on puisse organiser les élections en 2028. C'est-à-dire, il y a la seule issue que le pouvoir va recourir, c'est juste les dialogues et être autour d'une même table. Je crois que c'est là où ils vont, ça va toujours finir. Parce que en 2018, les textes prévoient il faut les élections. Mais si le chef de l'État se trouve devant le fait accompli, qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste être autour avec les acteurs politiques pour discuter de la question et trouver un consensus et former un gouvernement de transition. Et le chef de l'État reste jusqu'à une nouvelle installation d'un nouveau président. Alors, de moment, plutôt Didier Lunga, donc vous prenez, on comprend dans ce contexte qu'il faut un dialogue national, le fameux dialogue inclusif, vous faites allusion à cela. Moi, je vois le dialogue devant un fait accompli, c'est-à-dire en 2018, en 2028 plutôt, on se retrouve qu'on n'a pas moyen de faire les élections. Parce que même le chef de l'État, quand il dit, si aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une table avec l'opposition, en train de dialoguer, qu'est-ce qui nous garantit que la guerre à l'Est va finir? Alors, 2028, c'est les élections, mais les élections avec une condition, avec le préalable, c'est-à-dire on finit avec la guerre à l'Est de la RDC, entre autres Nord Kivu et Sud Kivu. Alors, si on se retrouve devant ces faits accomplis, qu'il n'y a pas, il y a encore le rebelle, les localités sont encore occupées, on s'est dit, bon, on doit être là, on peut maintenant dialoguer. Je crois que ce sera la seule alternative. C'est l'alternative. De moment, on va certainement aller à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on discute avec qui? Parce que l'autre fois, on a parlé, le pouvoir, en tout cas d'une certaine façon, ne voudrait pas parler avec ceux qui ont plus les armes, ceux qui ont soutenu une agression étrangère. Et aujourd'hui, Didier l'a bien dit tout à l'heure, est-ce qu'on doit avoir des dialogues avec qui? Les opposants qui manifestent aujourd'hui dans la capitale, dans les grandes villes, ceux qui font les appels à des villes mortes, où on va parler avec tout le monde, effectivement, pour, dans l'entretemps, obtenir ce que vous avez parlé de la pacification du pays et de l'autre côté, pouvoir détendre l'espace politique. Alors, moi, je crois que le dialogue, il est fait pour des personnes, déjà, le plus souvent, c'est vrai, dans un premier temps, il est fait pour des personnes qui parlent de la même voix. Ils peuvent dialoguer. Dans un couple, le mari et la femme sont appelés à dialoguer, alors qu'ils convergent dans la même direction, le plus souvent. En tout cas, mais le dialogue c'est aussi fait et surtout pour des gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui partagent des points de vue contradictoires afin qu'ils aboutissent à un compromis. Et dans ces cas, personne ne peut être exclu du dialogue. Soit le gouvernement a le choix à faire, soit l'armée continue à monter en puissance comme c'est le cas actuellement, l'armée continue à monter en puissance et vous neutralisez les forces négative, qui qu'elle soit, ou encore, si on n'en arrive pas jusque-là, à ce moment-là, l'armée, à ce moment-là, il faut accélérer le processus de paix de Doha, de Washington, et la finalité, si les deux n'arrivaient pas à tenir, il faudrait un dialogue. Le dialogue, c'est avec tout le monde, y compris ceux qui manifestent aujourd'hui, ceux qui ne manifestent pas. Les dialogues devraient concerner toutes les personnes qui ont réellement le besoin de voir le Congo devenir un pays demain prospère. Mais ce qu'il faut... Terminer, conclure, Didier, parce que l'opposition congolaise doit savoir qu'en 2016, nous avons presque vécu la même chose avec Joseph Kabila, jusqu'à ce que nous allons tenir les élections en 2018. Là, l'opposition en distraction, qui avait peut-être oublié en cherchant des hypothèses qui n'allaient pas nous amener aux élections. Mais aujourd'hui, nous avons tous ces contextes-là, sécuritaires et autres, et même sanitaires, qui ne nous permettront peut-être pas d'aller aux élections. Mais l'opposition congolaise doit savoir aussi à l'interne se préparer pour les élections. Parce qu'il peut s'y faire qu'en 2028, qu'on ait les élections. Merci, rien n'est exclu. Merci beaucoup à Adomomat pour cet entretien. Merci à vous, Didier Ilunga, pour cette présence et pour ces images de terrain
que vous nous avez ramené. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Je vois Guilhem Moutela au niveau de la réalisation. Oh, je vois de l'autre côté, je vois Noël Tunda, je vois Liz Pemba, je vois Liz Chouchou Kawa et je vois également Willy Kalengai qui a assuré la direction générale, la coordination générale. Merci, à très bientôt. Restez branchés à nos programmes.